Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce forum de discussion. Ça se discute. Nicolas Secrétaire, bonsoir. Bonsoir, M. Xavier. Bonsoir aux amis téléspectateurs. Vous êtes journaliste et enseignant de philosophie. Nous sommes une heure de nous. Bonsoir. Oui, bonsoir Xavier, bonsoir chez vous. Journaliste et enseignant d'allemand et Daniel Kaintogla qu'on retrouve avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir le plateau. Enseignant de philosophie. Nous allons commencer peut-être par parler football avec nos différentes équipes des catégories de jeunes du football scolaire qui sont en compétition depuis quelques semaines. UFOA B17, le mondial de football scolaire et la Coupe d'Afrique de football scolaire également. Wino Godounou, les derniers développements, on a comme l'impression que ceux de la U17 qui viennent d'être éliminés. Bien sûr, ils étaient logés dans la poule B avec le Ghana et puis la Côte d'Ivoire. Donc pour la première apparition contre les Éléphantaux, on a subi une défaite. Le même scénario s'est répété contre le Ghana sur le score de 2-0. Donc les poulains de Hubert Onfort, coach adjoint de Coton Sport, se retrouvent éliminés. Bon, il faut dire, ils étaient aussi logés. Ils sont déjà même rentrés à la maison. De toute façon, c'est pas loin. Voilà, je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui a abrité en fait, le tournoi qualificatif de UFOAB. La Côte d'Ivoire ou le Ghana? C'est le Ghana. Ça, c'est le Ghana. Merci pour la précision. Voilà. Et donc, pour les autres compétitions pour les autres compétitions, il y a les U18 qui sont engagés dans le mondial scolaire en Chine. Ouais. Et donc, pour une première, on avait subi une défaite. Par la suite, il y a un match nul contre l'Ouganda. Et on est venu à bout des Taïwanais. Donc, on est classé. On va jouer les matchs de classement. Et c'est au thème de ces matchs de classement qu'on on verra là où on pourra loger les U18. Mais du côté de U15, ils ont été à Zanzibar, en Kenya. Et là, ils ont été qualifiés, éliminés aussi en demi-finale par la Tanzanie. Par la Tanzanie, oui. Voilà. Les équipes de football de jeunes, il y a certainement une belle vitalité à ce niveau, mais on peut dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Parce qu'on a vu sur les matchs, pour ceux de l'UFOA, sur les matchs contre la Côte d'Ivoire ou le Ghana, peut-être qu'il y a un déficit physique ou un problème de jeu. Les équipes ont beaucoup subi. Moi, je pense que, est-ce qu'on peut dire sur la Côte d'Ivoire, ils ont vraiment subi pratiquement tout le match. Oui, parce que justement, sur le plan des catégories d'âge en termes de football, ne prenons pas les choses au sérieux comme cela se doit. Il faut être honnête parce que il faut voir toutes les difficultés du coach Hubin. Avant son départ d'ici avec les U17, ça n'a pas été facile. Moi, je me disais même que c'est une équipe qui finira par ne pas participer à cette compétition. Mais bizarrement, il a fait ce qui tambour battant, ils se sont retrouvés pour aller là-bas. Je ne m'attendais pas à grand chose, il faut être sincère. Et quand vous vous approchez aussi de ces gamins, ils vous diront que le sérieux qui devrait les caractériser pour qu'ils aillent faire de bonnes compétitions. Eux-mêmes d'ici, on en rencontre parmi eux qui ne se trouvent pas sérieux. Non, c'est-à-dire l'encadrement qu'ils devraient avoir. Oui. Parce que en matière de football, les équipes de bas âge ont une certaine complication. Ceux avec qui vous jouez cette année, vous n'êtes pas sûr de les retrouver l'année prochaine. Donc, normalement, c'est un remue-ménage perpétuel qui devrait se faire et des appels perpétuels. On devrait chaque fois réunir, refaire le ménage pour pouvoir constituer une équipe solide qui pouvait être compétitive. Oui, ce qui ne se fait pas chez nous. Normalement, s'il y a une gestion normal. Ceux qui sont en U15 aujourd'hui, on sait qu'ils vont. Merci, monsieur Xavier. Ça, vous avez bien trouvé le problème, au fait. Est-ce que ce travail-là se fait? Je crois que c'est non. Sinon, on ne devrait pas avoir de problème. L'année dernière, ça a été même les mêmes fiascos. Aussi avec les U20, les mêmes fiascos avec Mathias Deguenon. Et de leur retour, quand vous vous approchez des jeunes, ils vous diront combien de fois ils n'étaient pas dans les meilleures conditions comme les autres équipes. Et sur l'aire de jeu même,
Et ça, c'est encore notre problème dans la sélection même de nos joueurs, des joueurs de ces catégories d'âge. Quel est le mécanisme de sélection? Comment procède-t-on pour avoir... Alors, on a eu par exemple comme confidence de la part de certains joueurs qui estiment qu'il y avait parmi eux qui avaient de difficultés même d'un certain nombre de b.a.-ba en matière de football. Et quand ils étaient face à des équipes d'autres pays, franchement, il n'y avait pas marche. Moi, je pense que c'est ce sérieux qui nous caractérise pas ici, qui joue sur nous. Peut-être au-delà de ce que vous dites, ils ont trouvé simplement meilleure équipe que... Non, est-ce qu'en réalité, nous n'avons pas le potentiel ici? Est-ce qu'on n'a pas des jeunes capables, si on les prend au sérieux, pourraient faire mal sur le continent? Oui, je pense qu'il y en a, on trouvera. Oui, mais le travail de détection, comment est-ce que là, ça c'est encore une question, je pose, je n'incrimine personne. Est-ce qu'il n'y a pas eu du clientélisme dans la sélection? Comment est-ce que ça se fait? Je pense que s'il y avait eu du sérieux véritablement, on ne serait pas à ces résultats qui, ma foi, m'embêtent, moi. Oui, vous êtes un supporter, ça se comprend. Mais Daniel, quand il là, c'est parce qu'on a perdu que tout est non, ça, le potentiel, tout le monde là. Depuis un bon moment, on a l'habitude de perdre. On a pris l'habitude de perdre. Oui, ça c'est le supporter qui parle. Je comprends bien M. Nicolas Sopetin. Oui. Quand j'ai suivi un peu, surtout le match avec la Côte d'Ivoire, je me suis dit, il y a véritablement un manque de confiance même en nos joueurs, en ces petits-là. Je ne sais pas si le coach, dans tout ce qu'il a fait, il faut le remercier pour ça, tout ce qu'il a fait pour pouvoir amener ses enfants en Côte d'Ivoire, il faut le remercier pour ça, mais il n'y a pas eu qu'on appelle ça, cette volonté de gagner dans le jeu que les enfants ont livré. Le football, c'est bien vrai, c'est la technique, c'est la tactique, mais c'est aussi la mentalité. Et ils ont rencontré une équipe qui techniquement était un peu plus supérieure à eux, il faut le reconnaître. Mais mentalement, il y a une défaillance et je crois qu'il faut travailler ce côté-là. Ce côté a été toujours c'est pour le Bénin, même au niveau du senior. S'il vous plaît. Sopetin a dit quelque chose, il dit que les critères de sélection à la base, parce que vous avez bien dit que la continuité doit être de mise, c'est-à-dire les U15 qui se retrouvent U18, et on espère qu'ils se retrouvent jusqu'à se retrouver dans l'équipe nationale. Mais on a l'impression qu'il y a une certaine discontinuité dans ces formations et des différents âges là, qui fait que on ne retrouve toujours pas les mêmes personnes au même niveau. Que 2 ans après, les U15 ne sont plus au niveau. C'est les U15 qui ont brillé, ça arrive. À mon sens, ils doivent être au niveau. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une équipe d'occasion qu'on a trouvée pour aller livrer une compétition et puis c'est fini, non? C'est au club de les prendre en charge, c'est pas l'équipe nationale de... On ne va pas prendre les U15 en charge pendant 2 ans. Ils doivent jouer. Non, je comprends. Ce que veut dire c'est quoi? Ce que veut dire c'est quoi? C'est les clubs qui font jouer, c'est vrai. Mais... c'est la fédération qui a détecté ces talents-là pour pouvoir les réunir et former une équipe nationale. Justement, on les rassemble. Maintenant, voilà que nos compétitions, notre championnat a des soucis dans comment on appelle ça, la continuité des programmes et que ces jeunes se retrouvent parfois sans compétition. Donc, il y a ces problèmes qui se posent et je ne crois pas que c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. On peut résoudre ça. On peut résoudre ça en définissant des systèmes d'entretien, des systèmes de suivi de ces jeunes talents pour que, finalement, on n'ait pas à dénoncer la même chose. Selon moi, c'est que nous tournons en rôle là. Au fait, je pense que on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas un sérieux qui caractérise le football béninois. On peut dire qu'il y a de l'improvisation, c'est-à-dire que s'il vous plaît, vous vous calmez. Je dis il y a de l'improvisation au niveau du calendrier qui est défini. Parce que quand vous prenez les U17 de la Côte d'Ivoire, ils ont été en France, à Marseille, fait des stages même, ce que les Béninois n'ont pas pu faire. Mais je dis que depuis un certain moment, on a commencé par faire participer nos équipes de catégorie inférieure à des compétitions. Et cela dénote d'une certaine crédibilité vis-à-vis de notre championnat et de la volonté politique et aussi des structures qui sont mises en place. Au Bénin, nous avons en fait 2 centres de renommée internationale. Il y a celui de détection à Ndali, il y a un autre ici qui est à Misrété. Et tous ces centres-là travaillent à
doter le Bénin des équipes de catégorie d'âge. Il y a la Fédération béninoise de football aussi qui organise régulièrement des compétitions pour ces catégories d'âge-là. C'est cette improvisation, pardon. Ce manque de préparation. Ce manque de, voilà, je peux dire manque de cette impréparation-là qui fait que nous arrivons à avoir des résultats un peu plus mitigés. Mais quand on demande même aux joueurs qui disent qu'il n'y a pas de sérieux, moi je pense que ce n'est pas le cas. Il ne revient pas aux joueurs, d'apprécier le travail. Je vous donne un exemple. S'il vous plaît, il ne revient pas à un joueur qui est en formation et qui n'a pas encore fini sa formation d'apprécier le travail qu'un technicien abat, un technicien qui a reçu un parchemin, qui a reçu une autorisation, qui a reçu un diplôme accrédité par la CAF et par la Fédération béninoise de football. Et attention, cette fois-ci, quand nous allons aborder la rubrique des scolaires, on a été chercher l'expertise d'un certain Edmé Kodjo. Edmé Kodjo, je peux dire que c'est une légende vivante. Oui, on peut pas et il est spécialiste de la formation de football à la base. Donc je pense qu'à là, il ne revient pas à ces joueurs-là. Et quand même, quand on les écoute et ils parlent comme ça, nous devons pouvoir leur dire la vérité, qu'il ne leur revient pas. Oui, il ne revient pas à un joueur qui est en France. Même un joueur professionnel ne peut pas juger le travail que son coach abat, que le staff d'encadrement abat. Je pense que c'est une moutade. Je suis désolé par rapport à ce que dit Innocent. Au fait, c'est l'élève qui apprécie mieux ce que fait le professeur. C'est l'élève qui sait mieux noter un professeur. Je dis ce que j'ai dit par rapport à la révélation de certains joueurs. Je veux parler de ceux qui... Je crois que c'est les U20, les juniors qui étaient récemment en UFOA B, je crois. Et à l'heure, quand ils étaient revenus, il y en avait qui disaient que franchement, dans l'équipe même, ils ne comprenaient pas... Alors que c'est des gens qui jouent le championnat, ils ne comprenaient pas comment on est arrivé à sélectionner certains parmi eux. Alors qu'ils connaissent d'autres qui sont nettement mieux. Oui. Après les avoir vus, après les avoir vus, quand vous le dites comme ça, je comprends ce qu'il dit. Bon, autant nommer ces joueurs-là sélectionneurs, puisqu'ils savent. Non, s'il vous plaît, non. Si je suis footballeur, je joue avec un certain nombre de personnes. On se connaît. On sait quelle est la qualité de gens avec qui nous jouons. Donc autant le nommer sélectionneur. Non, c'est pas le cas. Écoute, nous sommes dans la même classe. On se connaît en termes de rendement scolaire. Alors, si on veut participer à un championnat de mathématiques et on me sélectionne et que je sais que je suis bon, je connais d'autres camarades, on sélectionne un médiocre que je connais, je suis en mesure de le juger. Oui, mais le football, c'est pas de la mathématique. Bon, peut-être que... Le football, c'est pas de la mathématique. En termes déjà, j'ai comme impression qu'il y a une sorte de contradiction quand on dit qu'il y a d'improvisation, il y a manque de préparation et on estime qu'on n'est pas, on est un peu plus sérieux. Je pense qu'il y a problème. Il faut que nous sachions qu'est-ce que nous voulons. Vous savez, Innocent a bien signalé l'équipe de la Côte d'Ivoire qui est allée se préparer en France. Mais ça veut dire que le Bénin n'a maintenant pas les moyens. Bon, toutes les équipes ne sont pas allées se préparer en France non plus. Au moins, il a ce cas-là qu'on a cité comme exemple. Donc, est-ce que le Bénin n'a pas les moyens de le faire? Oui, encore une fois, est-ce qu'on a besoin d'aller... Et je vous ai rappelé ici, toutes les tracasseries du coach Hubert Ronfort, malgré toute sa volonté, avant d'avoir cette équipe qui allait compétir. Maintenant, en termes quand vous parlez de sérieux et que de U15, comment les entretenir, mais attention, mais je pense que pour des coachs de formation, les U15 ne jouent pas un championnat de Super League Pro, par exemple. Il doit avoir un mécanisme de suivi. C'est de ça qu'il est question. Les U15 sont en temps normal des gens qui se retrouvent dans les centres de formation. Oui, justement. Donc, au centre de formation de travail pour les montrer, c'est pas la DTN ou bien ce que vous dites, c'est quoi, le ministère ou bien la fédération? Oui, c'est la fédération. Oui, non. La fédération par le biais ce que vous voulez du dire. coach même lui-même avec ses agents. Ce que vous êtes en train de dire, et ça ne se passe nulle part ailleurs. Donc, ça veut dire quoi? Au Bénin, on sélectionne les U15, comme ils n'ont pas de club, la fédération les prend et les garde pendant 2 ans. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est ce que je vous dis. Oui, exactement. Il y a les centres là qui s'occupent d'eux. Et l'équipe, le staff
à un suivi régulier. Donc ça veut dire que la direction technique nationale est tributaire du travail que les centres de formation font. On est d'accord. Puisqu'ils sont entretenus au quotidien dans les centres de formation. Oui. Donc la sélection nationale est tributaire de leur boulot. Il faut visiter le centre. Les centres, parce qu'ils nous ont parlé par exemple du centre de Ndali, qui ma foi n'est même pas encore vraiment fonctionnel. Alors, fonctionnel. Depuis quand ça a commencé? Ça fonctionne depuis 2 ans. Non, mais je crois que... Il y a même des joueurs qui sont pensionnels. Là. Je ne crois pas que c'est suffisant pour constituer une équipe digne du nom. Il y a des centres que l'État béninois finance avec qu'on appelle les subventions. Oui. Et qui sont sur le terrain, qui font un travail depuis un bon moment. Quel est le lien entre ces centres et la fédération? Et quel est le lien entre ces centres et la direction technique? Est-ce que vous ne vous contredisez quelque part? Ces centres de formation, les U15 et tout ça, on les sort bien de certains centres de formation. Ou du moins, ils viennent... On ne les sélectionne pas dans la rue. Ils sont bien dans les centres de formation. C'est ça que je dis. Je parle de comment alors arrivons-nous à sélectionner ces joueurs? Est-ce que c'est vraiment les meilleurs qu'on est allé choisir? Oui. Et après, quand on finit un championnat et qu'on a vu que peut-être ils ont eu quelques lacunes, ou bien c'est bien que les meilleurs, mais quel est le suivi qu'on fait pour pouvoir maintenir, puisque vous parlez tout à l'heure de ce que ça devrait être maintenu, de U15 à U17, on se retrouve à U19 ou U20 et après à l'équipe senior. C'est de ça qu'il est question. Bon, dans tous les cas, nous convenons sur ce plateau que le niveau actuel du football béninois est soporifique et reste à améliorer, il faut se le dire. Moi, je pense comme les Anglais. Je suis dans le pragmatisme. C'est-à-dire, on dit il n'y a pas de sérieux, il y a sérieux. En fait, quel est le résultat qu'on a amené à la maison? C'est à partir de ça qu'on peut juger une équipe. Le sérieux. Qu'elle soit occasionnelle, qu'elle soit une équipe nationale. Bon, je vais dire quelque chose. Oui. C'est-à-dire l'interface entre la fédération et les centres de formation. Comment cela se passe? Pour que ce soit des sélections, nous croyons que ce sont des techniciens qui font le travail, comme le dit Una, ce sont des techniciens qui font le travail. Ils maîtrisent très bien, c'est la qualité des joueurs qui se retrouvent dans les centres de formation, ils maîtrisent le système du jeu continental, U15, U17 et comme ça, ils maîtrisent bien. Donc, pourquoi ils en viennent à choisir des individus, des talents qui se retrouvent dans les comptes performance tout le temps? Moi, ma question se trouve là. Donc, si Nicolas dit qu'il faut trouver un mécanisme de suivi, c'est pas que la fédération va définir alors notre budget pour entretenir financièrement ces joueurs qui représentent les U15 et les U17 là pour les compétitions continentales. Ce qui a lieu de faire, c'est qu'il faut trouver un mécanisme où les centres de formation doivent pouvoir donner la main à un noyau qui, ma foi, à ces occasions-là, détecte les talents. Non seulement, tous les talents ne se retrouvent pas dans les centres de formation, c'est vrai. Mais c'est seulement, en tout cas, l'idéal est que ce soit des centres de formation que ces joueurs-là soient sélectionnés et bien d'autres. Mais il y a aussi, c'est pas, il y a une compétition scolaire internationale à laquelle nous participons. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver dans ces championnats scolaires-là des talents qu'on peut ajouter à ceux-là qui compétissent? Je ne maîtrise pas très bien le mécanisme de fonctionnement. Mais il y a un problème, c'est que nous tombons dans la médiocrité au niveau du football. Oui, c'est pas parce qu'on perd qu'on tombe dans la médiocrité. Pourquoi vous n'avez pas connu je voudrais surtout dire que les pays comme le Ghana, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont des pays qui ont essayé de construire une véritable tradition en matière de formation. Oui, ils ont des centres de formation d'un standing donné. Et je pense que c'est un travail de longue haleine qui va s'abattre. Ici, nous allons chercher d'abord à mettre en place des centres qui vont durer dans le temps et dans l'espace et qui vont forcément être gérés par des experts en la matière. Et donc là, les contre-performances que nous récoltons, pour moi, nous devons pouvoir tirer les bons enseignements et les mauvais enseignements. Je le disais qu'entre-temps, il y a de cela 5 ans ou 10 ans en arrière, le Bénin ne présentait pas des équipes nationales dans ces rubriques-là. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître quand même qu'il y a une certaine avancée notable
est-ce que le véritable problème n'est pas que les centres de formation, il y a beaucoup de centres de formation qui ne soient pas adossés à des clubs? En réalité, justement, parce que la règle, c'est qu'un centre de formation soit adossé à un club pour ne pas avoir de problème de compétition. Justement, il y a aussi. Oui, dans le cadre des tests ou bien en fait, des notes de service qui ont été prises par le ministère de la Fédération, il y a une injonction qui a été faite à tous les clubs d'avoir des clubs féminins, d'autres clubs de catégorie d'âge, et même s'affilier s'il le faut, créer un partenariat avec des centres de formation qui existent déjà ici. En principe, c'est l'idéal. Déjà, même si ce n'est pas là le problème, parce que même vous avez justement, c'est avoir des centres de formation in extenso, comme on crée un centre de c'est là le problème. On apporte la formation, mais dans tous les pays du monde, en tout cas les grands pays qui gagnent, il faut forcément qu'un centre de formation soit adossé à un club. Justement, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que le centre de formation a vocation à former des joueurs de catégorie d'âge et à les mettre à disposition des clubs professionnels et même des clubs amateurs pour un bon suivi ou bien pour une évolution dans la carrière. Mais aujourd'hui, au fait, il y a aussi le fait que ceux-là qui ont en charge un certain nombre de centres de formation manque quelque peu de professionnalisme en matière de la formation. Ils n'ont pas les équipements adéquats véritablement pour faire le travail. Et là, je pense qu'il revient, qu'il revient aussi au ministère, de la Fédération d'envoyer, oui, ça c'est un exemple, c'est un très bel exemple que vous venez de donner. Mais combien de centres au Bénin ici qui ont cette renommée, ont cette réputation-là de l'USS Craqué? Bon, c'est vrai qu'il y a aussi Carbongo, il y a des centres qui travaillent bien et qui ont de bons partenariats à l'étranger. Mais avec cette floraison de centres que nous avons et les promoteurs de ces centres-là vont prendre des subventions auprès de l'État, alors qu'à la base, ils ne font pas un travail en bonne et due forme. Et là aussi, il y a un problème de crise, il y a une crise de confiance entre les présidents des clubs peut-être et les promoteurs de centres de formation. Parce que le problème, c'est que la guerre ou bien la guéguerre naît quand vous mettez à la disponibilité, bien à la disposition d'un club un talent et qu'un club à l'étranger décide de le recruter. Oui. Là, il y a un problème de quota qui va se former. Je donne un exemple. Un problème de quota de législation, donc ça doit être la loi. Oui, justement. Malheureusement, c'est un terrain terrain désert. Il n'y a pas véritablement une architecture légale, législative, pour qui réglemente l'activité sportive. Les transactions. Justement. Je donne un exemple. Il y a un joueur qui a joué dans le championnat béninois et qui a été formé par un centre de formation, Abispo, qui est de nationalité ivoirienne, je ne veux pas nommer son nom, mais après, c'est les Ghanéens qui l'ont récupéré. Et là, on se pose la question, quelle est alors la marge de manœuvre de cette formation-là? Si bien que c'est le président qui est obligé d'aller négocier peut-être directement avec le joueur pour avoir ses ristournes. Donc il y a un problème, effectivement, comme vous le dites, un problème de réglementation en matière de sport, de la gestion du sport chez nous. Voilà. Je donne ce cas-là. Oui, et c'est comme ça d'autres joueurs sont partis en aventure sans avoir véritablement une certaine garantie. Est-ce que ce cas précis, pour finir sur ce sujet, c'est pas un problème de formalisation aussi? Il y a beaucoup de centres de formation qui évoluent dans l'informel, parce que pour le cas dont vous parlez, le club danois ou norvégien, c'est danois. Comme club officiel. Centre de formation officiel. En tout cas, officiel et centre de formation formateur de ce joueur. Après, quand l'autre centre de formation vient. Je pense que c'est pas un problème de formalisation, c'est un problème de crédibilité, de partenariat. Parce que Right to Dream est en partenariat avec le club formateur là-bas. Oui. Il se fait que le club béninois n'a peut-être pas une ouverture sur l'international. C'est bien un tournoi auquel le centre de formation béninois a bien sûr que oui, et le centre de formation Right to Dream avait même à un niveau donné demandé que ce joueur-là rejoigne son centre de formation parce que eux, ils ont des débouchés
Donc le problème aujourd'hui, c'est pas un fait de formalisation. De compétences, parce que quand vous avez des transactions, si oui. Vous pas oui, ben, il faut avoir la compétence, mais il faut aussi avoir des partenariats à l'étranger, des partenariats crédibles qui puissent vous permettre de vendre les joueurs, surtout sur le marché. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça qui nous pose problème en réalité? Ceux qui créent des centres non, de formation, oui, mais veulent former et vendre et puis passer à autre chose. Oui, mais le problème c'est qu'il y a un problème de professionnalisme. Tant que les règles de base ne se feront pas asseoir, en fait, ne seront pas établies, clairement définies, où nous devons dire, pour un centre de formation, nous devons avoir des ressources humaines, un personnel de qualité, un encadrement de qualité, avoir aussi un secrétariat ou bien une cellule de communication avec le public, excusez-moi, à l'étranger comme au Bénin. Si cette structuration-là n'existe véritablement pas au niveau de centre de formation, on ne peut pas s'ouvrir sur le monde. Et surtout encore au niveau du classement de notre pays en matière de formation dans le ranking international, il se pose un problème. Bon, rapidement pour finir ce sujet. Non, moi je pense que Gololo et vous, en tout cas de vos échanges, on retient que le sérieux dont nous parlons n'existe pas encore. Il y a beaucoup de sérieux. Non, il faut dire les choses, s'il vous plaît, Xavier, il faut dire les choses telles qu'elles sont et amener nos autorités à prendre les taureaux par les cornes pour que nous ne puissions plus être les dindons de la face en matière de football. Oui. C'est ce qui dérange. Vous avez un avis de supporter. J'ai aimé le dernier développement de M. Innocent Goudounou qui a posé les vrais diagnostics. Et je crois que ça va donner des informations, des idées à ceux qui sont à la charge du football béninois, ce que nous voulons en tant que béninois, et analystes et puis supporters. Oui. Et il faut que nous rayonnons sur le plan international, régional et on peut retenir ce plateau qui a des supporters d'un côté et puis un analyste froid de la situation de l'autre côté. Bon, on laisse les supporters. C'est votre interprétation. Voilà, nous avons voulu rapidement finir sur un sujet on ne peut plus sérieux, même sur le football, c'est sérieux. À moins que vous voulez dire quelque chose sur le football scolaire. Oui, le football scolaire, il faut dire au niveau des U18, il continue l'aventure dans la rubrique des classements. Mais pour les scolaires sur le plan africain, à Zanzibar, Kenya, ils sont éliminés officiellement contre la Tanzanie en demi-finale. Donc, on peut dire que les U15 n'ont pas su, de cette année justement, n'ont pas su rééditer l'exploit de ce que leurs homologues de U15 ont réalisé pour avoir été champions d'Afrique. Et c'est là qu'ils le permettent. Oui, ceux qui sont en Coupe du Monde, les U18, dont nous parlons, les scolaires U18. Donc, c'est eux qui sont en Coupe du Monde. Donc, visiblement, le Bénin ne pourra pas se faire représenter si on est déjà éliminé en demi-finale. La Coupe du Monde et puis ça sera pour nous. La qualification pour la Coupe du Monde? Non, la Coupe du Monde en cours. Il a qualifié. Il va falloir cravacher dur aussi dans la rubrique de classement pour espérer mériter une place au sein du top 4. Quoi. Au moins, il faut que Socrates change de discours sur le sérieux de nos instances. Voilà. En tout cas. Ce vendredi, le gouvernement et les syndicats ont repris langue pour un round de négociations. Je reste avec vous. Est-ce qu'on peut dire, à la lumière de cette rencontre et eu égard aux plaintes des syndicalistes jusqu'à maintenant, que ça peut être le dialogue social de nouveau à la relance entre les différents partenaires sociaux, gouvernement et syndicats? Quel est votre sentiment par rapport à la reprise de ce round de négociations? Non, je ne sais pas pourquoi vous parlez de reprise. Je pense qu'il n'y a pas eu de rupture. C'est vrai qu'il y a un moment d'accalmie. Non, les syndicalistes l'ont dit qu'il n'y a pas de dialogue social. On a reçu Je comprends. Peut-être que c'est une communication dans un seul et unique sens. Parce que vous savez, depuis un certain moment, quand on parle de dialogue social, on a l'impression que c'est le système de magistrat dicite. Donc le maître a dit et puis les syndicalistes doivent se conformer aux dispositions. Je pense qu'un vrai dialogue, parce que j'ai lu un article, en fait, un document de Friedrich Ebert qui dit que en fait, le dialogue social au Bénin remonte même au temps de nos ancêtres.
Et donc, ça devrait toujours exister, mais il faut que la franchise caractérise réellement et que l'effort d'inclusion est dans un élan de participatif, quoi. Donc, aujourd'hui, si aujourd'hui les syndicalistes, en tout cas certains syndicalistes se retrouvent à dire que c'est la reprise, moi je pense qu'il y a toujours dialogue, mais c'est un dialogue social dans un sens unique, puisque on ne permet peut-être pas aux syndicalistes de pouvoir exprimer les réels besoins, mais on leur plante, on leur pose les conditions, on leur pose la situation, et puis on leur dit, bon, voilà ce qu'il faut faire. Alors que de par le passé, au niveau de ce dialogue-là, je pense qu'il y a véritablement échange, et on arrive à faire des concessions, parce que c'est là ce qu'il faut. C'est ce sens-là, cette partie, cet aspect vraiment de dialogue-là qu'il faut essayer de faire ressortir. Il doit avoir forcément des concessions. Dans un pays, par exemple, comme l'Allemagne, où il y a une grande centrale syndicale qui a une tradition qui, à un niveau donné même, le syndicalisme ou les syndicalistes acceptent de débourser de l'argent, de financer de l'argent, et après l'État rembourse. Donc je pense que si nous allons vers ce axe-là de coopération, ça va forcément profiter, mais d'abord, il faut développer le sens de militantisme. Les partisans doivent forcément cotiser dans les caisses des centrales syndicales, renflouer les caisses de l'État pour que le syndicalisme ait ce prestige-là dans notre pays et dans un effort de participation. Je sais qu'il nous a dit ici en offre, je vous l'ai dit qu'il est syndiqué. Est-ce qu'il cotise, Nicolas Secrétaire? Non, justement, je ne n'ai pas confiance au central. Non, ce n'est pas une question de confiance. Il faudrait d'abord s'intégrer les différents canaux de collecte de fonds pour pouvoir véritablement. Il faut s'imprégner de comment ça se fait. Bon, moi, je n'ai pas eu à avoir fait ce travail-là. Donc, je n'ai pas encore eu à cotiser pour un syndicat donné. Et Godonou est allé très loin en allant nous citer le cas de l'Allemagne. L'Allemagne d'où est venu même le syndicalisme avec Karl Marx, prolétaire de toutes les nations. Le syndicalisme révolutionnaire. C'est vous. Alors, donc je crois qu'on est allé trop loin. Moi je voudrais qu'on reste ici-bas au Bénin d'abord, parce que nous n'avons pas encore cette grande tradition, cette grande culture allemande. Et la reprise de dialogue, Innocent disait que est-ce qu'il y a eu rupture, parce que ce qui se passait c'était qu'on vous dit ce qui va se passer. Là on ne parlera plus de dialogue, c'est du monologue plutôt. Et donc, si on dit vraiment, à mon sens, les syndicalistes ont raison de poser le problème de reprise et de penser qu'il y avait effectivement une rupture. Mais moi, je suis quand même content de cette reprise-là, à savoir qu'il faut entendre les travailleurs. Il faut savoir écouter leurs doléances et de savoir chercher à trouver solution aux problèmes qu'ils posent. Le dialogue social est primordial pour aller à une paix sociale donnée. Moi, je pense quand même que si le gouvernement a d'ailleurs fait cet appel aux syndicalistes, ils ont vu juste. Et moi, je pense que pour une bonne construction de notre pays, il faut associer les travailleurs, il faut écouter les travailleurs, il faut aussi que les travailleurs pensent à la construction du pays et à savoir faire, comme le disait Innocent, un certain nombre de concessions. Moi, je pense que dans le dialogue, c'est voilà l'esprit qui doit régner. Et je pense aussi qu'il y a des problèmes cruciaux qui sont là. Et à ce dialogue-là, je pense que les gouvernements et syndicats doivent pencher là-dessus. Et ça, c'est important si véritablement le gouvernement est dans une dynamique d'apaisement ou encore de soulagement des travailleurs, il doit avoir de ces problèmes-là à régler. Et je pense que les centrales qui sont conviées à ce dialogue-là aussi ont à cœur ces problèmes-là. Ce n'est pas à moi de leur indiquer, surtout la situation des AME. Il faut les poser clairement et il faudrait que le gouvernement pense là-dessus.
La situation des amis dans le reversement. Oui, ça c'est... Parce qu'apparemment, il ne reste plus que ça. C'est le reversement. Non, sinon en temps normal, on nous a déjà dit que c'est acté et que ça ne devrait plus avoir problème. Mais oui, mais il faut que les actes soient... C'est sur le volume. C'est sur le volume, puisque c'est pas aussi clair. C'est sur le nombre à reverser qu'il y a problème. Non, c'est justement, on doit pouvoir... Puisque les syndicalistes contestent... On doit pouvoir statuer là-dessus pour que... Le gouvernement lui a fait son offre. Les syndicats disent non, que 3 000, c'était ça. 3 000, non, je crois que le gouvernement même a déjà effacé cette histoire de 3 000. Bon, pas officiellement. Bon, aux dernières nouvelles, on les a entendu dire. Faute, non, ça, je conteste cette information. Aux dernières nouvelles. Vous avez une la dernière information officielle du gouvernement, c'était lors de la discussion du budget national. Après ça, il n'y a pas eu d'annonce. Ah non, il y a eu des sorties de ministres qui ont changé, qui ont changé ce montant. Qui ont fait évoluer. À combien? Non, je ne crois pas. Le nombre n'a jamais été fixé parce que la condition est claire. Ceux qui ont fait 3 ans d'aspirana sont d'office reversables. Oui, c'est pas de ça qu'il s'agit. On parlait du nombre. On parlait de 3 000 par an. On a eu même les syndicalistes sur ce plateau venir contester ça. Ça, la dernière décision prise en faveur des AME. Vous vous souvenez, le mois passé, si j'ai bonne mémoire, les syndicalistes sont venus dénoncer sur ce même plateau que le volume annoncé par le gouvernement ne leur convenait pas. Donc, si les syndicalistes le disent, bon, je ne sais pas vous qui allez dire le contraire sur ce plateau. Non, bon, sur ce sujet, on ne va pas essentialiser le débat. Moi, je crois que la société ne se réduit pas aux questions et à la question des AME. Mais il faut reconnaître que la dernière assise... vous avez balayé la dernière assise entre les centrales syndicales et puis le gouvernement, ça date de mai 2023. Nous sommes en mai 2024, un an, qu'une assise vive n'a pas eu lieu. Donc on peut dire qu'il y a rupture. Il y a rupture du dialogue vif. Qu'est-ce que vous appelez dialogue vif? Ça dit face à face direct là, qui accouche quand même des solutions. C'est ça le dialogue vif. Hors de mai, c'est ça. Hors de mai 2023 à mai 2024, il y a eu des problèmes. La société a évolué. Et il y a eu des grincements de dents, il y a eu des décisions qui n'ont pas été bien appréciées. Donc, en fait, le dialogue ne devait pas être interrompu à un niveau donné de la gouvernance d'un pays. Parce que c'est l'arme dont dispose le politique pour améliorer ces décisions. Si vous refusez aux gens vous pas refuser, mais vous n'appelez pas, vous n'interpellez pas ceux qui doivent l'être, pour pouvoir partager avec vous leurs opinions sur la façon dont vous évoluez dans votre gestion. Je crois qu'on peut foncer droit la tête dans le mur. Et moi, je voudrais quand même regarder du côté du syndicalisme au Bénin. Et il faut se dire la vérité en face. Le syndicalisme, dans sa version classique, dans notre pays, là, il y a eu un problème. Et je crois que le politique a saisi l'opportunité pour leur imposer un silence qui ne mérite pas. C'est quoi? On a l'impression que c'était réduit à la grève. Syndicat, on entend, mais on sous-entend directement et grève. Ce qui fait que finalement, le rôle de contribuer à la construction de l'édifice commun, de proposer des portes de sortie et d'être actif. Et en ce qui concerne même la classe sociale, professionnelle, pour aider en matière de formation, en matière d'assistance de ceux-là qui sont les syndiqués, je vais dire, mais les travailleurs. Les travailleurs, naturellement, les travailleurs. Même ceux qui ne payent pas leur cotisation. J'en viens. Permettez que j'évolue progressivement. Et c'est seulement... Alors vous attendez qu'on ait la culture avant de continuer. C'est seulement à l'occasion des grèves là qu'on retrouve vraiment, et que les gens savent qu'il y a vraiment un syndicat dans le pays. Et je crois que le politique, pour éviter cette répétition, a dû dire, bon, désormais, je vous fais parler quand je veux. Peut-être ça, le véritable problème des syndicats, est-ce que le véritable problème, c'est pas qu'il y a trop peu de syndiqués aussi? Justement, c'est là que je vais en venir. Deuxièmement, on veut dire que les syndicats se battent, mais bon, en réalité, le nombre de travailleurs syndiqués... Deuxièmement, le syndicalisme chez nous n'a pas une autonomie financière, une autonomie qui permet de résoudre certains problèmes à la base avant de continuer bien de poser les véritables problèmes sur la table de négociation. Il y a un problème. Mais maintenant, il faut dire que
qu'est-ce que je voulais dire? Il faut dire que la politique, ce n'est pas une religion. Et quand le débat s'éteint, c'est que naturellement, les grincements de dents se multiplient dans tous les secteurs et ça peut imploser de l'intérieur d'une société. Donc j'invite quand même le gouvernement à accélérer et à continuer dans cette reprise. Pour finir, la question que je pose, est-ce qu'en réalité la faiblesse des syndicats, au-delà des actions qu'on peut attendre, c'est pas le fait qu'il y ait trop peu de travailleurs syndiqués aussi? Parce que quand vous parlez de la grande culture allemande, c'est que les syndicats sont massifs. Je pense que l'un des défis qui se posent au syndicalisme, dans notre pays, c'est la formation syndicale, la formation au militantisme. Là, vous allez voir ceux qui se battent réellement sur le terrain, ce sont comme on dit chez nous, des hominidés, quoi. Donc, des vrais convaincus. Mais il y a 2 formes ou 3 formes de syndicalisme, ou 3 formes de syndiqués. Il y a des syndiqués qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Il y a des syndiqués qui sont là, tapis dans l'ombre à critiquer. Mais il y a des syndiqués qui viennent véritablement sur le terrain pour mouiller le maillot. La preuve, c'est parce qu'il n'y a pas assez de syndiqués qu'on a retrouvé des gens, des badauds, au niveau des marcheurs. Et donc, vous voyez, la conséquence est tout à fait claire. Donc là, je pense qu'il y a un défi qui se pose aux syndicalistes aujourd'hui. Et parce que s'il y a peu de monde qui s'y intéresse, c'est un problème de crédibilité, parce qu'à un niveau donné, quand il parlait de la grève a été instrumentalisée et profitait à certaines personnes, même il y a des gens aussi qui sont dans l'ombre, qui tissaient les ficelles. Donc comprenez aujourd'hui que tant que les grèves seront instrumentalisées, je vous rappelle que les grèves font partie des acquis syndicaux. Mais si ces grèves sont instrumentalisées, c'est normal que les syndiqués n'y croiront plus. Et parce que de par le passé, ces grèves ont profité à certains et n'ont pas profité à d'autres. Voilà, merci Innocent Winner-Godonou. Je rappelle que vous êtes journaliste et enseignant d'allemand. Je ne vous pose pas la question si vous êtes syndiqué ou pas. Nicolas Soukouté nous a dit que lui, il est syndiqué. Mais il attend. Mais il ne paie pas. Je vous demanderai pas ses cotisations. Nous sommes syndiqués. Vous aussi vous êtes syndiqué. Mais vous le signez à payer. Non, mais si vous le permettez, c'est juste je voudrais quand même remercier un téléspectateur, M. Richard Koudio, qui nous suit très attentivement. C'est un grand ami du directeur de la maison, M. Maforican, qu'il aime aussi écouter sur une émission spéciale ici, je crois. Oui, bon, ce n'est pas parce que vous avez appelé le nom du directeur que vous n'allez pas passer au service commercial. Ça, c'est une dédicace, on appelle dédicace. Ah, d'accord. Vous allez payer, journaliste et enseignant de philosophie, Daniel Kain-Togla, enseignant de philosophie également. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live. Et continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. En attendant de vous retrouver lundi prochain, portez-vous bien et rendez-vous dimanche pour le grand format politique du week-end. Dimanche, c'est politique. ETélé avec vous, pour vous.